raconte. Christophe Ondelatte. J'ai toujours pensé que ce qui est intéressant dans une histoire criminelle, c'est que le tueur nous ressemble. Qu'il ait l'air en tout cas de nous ressembler, qu'il ait l'air normal. Et qu'en vérité, il ne le soit pas. Le tueur d'aujourd'hui est de ce bois-là. Il a l'air sympa, et c'est un salaud. En 2008, dans le Nord, il a massacré une jeune fille de 18 ans, Clélia Medina. Pour débriefer cette affaire tout à l'heure, je ferai appel à l'avocate Blandine Lejeune du barreau de Lille. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Un dimanche matin de février 2008, à Lambersart, la banlieue chic de Lille, dans le Nord, un homme promène son chien au bord de la Teule, une rivière devenue un canal. Et à un moment, il remarque une trace rouge sur le sol, rouge comme du sang. Il la suit, la trace va vers le canal. Et au bord du canal, il découvre le cadavre d'une jeune femme. Une image qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est une très jeune femme d'environ 20 ans. Elle a le bas du corps qui trempe dans l'eau et tout le haut du corps, le buste, la tête, hors de l'eau. Et le visage est défiguré, un carnage. Alors il court au restaurant le plus proche et il appelle la police. Une équipe de la police judiciaire de Lille arrive sur place. Et juste après, un médecin légiste qui examine le corps. Elle a reçu des coups très violents sur la tête, c'est clair. Mais en plus, elle a été étranglée, votre gamine. Vous voyez les marques là sur le cou? À votre avis, docteur, elle a été violée? Je pense pas, non. Regardez, son jean est fermé avec un ceinturon. Non, je pense pas. Faudra confirmer à l'autopsie, mais je dirais que c'est peu probable. Une chose intrigue les policiers de la PJ. Le fait que le corps soit à moitié dans l'eau. Comme si le tueur avait été dérangé, qu'il n'avait pas eu le temps de le jeter tout entier dans le canal. Alors qui est cette jeune fille? On ne trouve sur elle ni papier, ni téléphone portable. Et aucune disparition de jeune fille n'a été signalée dans le coin. Les techniciens en identification criminelle décident de ratisser toute la zone autour du cadavre. Et ils trouvent des mégots, beaucoup de mégots, et aussi beaucoup de mouchoirs en papier. Et tout ça est ramassé et envoyé au labo dans l'espoir de dégager de l'ADN. Sachant que c'est peut-être l'ADN de n'importe qui est passé par là ces dernières semaines. Les flics envoient aussi des hommes grenouilles dans le canal. Et à l'aplomb du corps, ils trouvent un cric. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est bizarre, il est pas rouillé, ce cric. Et il n'y a pas de vase dessus. Et si c'était l'arme du crime? L'objet qui a servi à frapper cette gamine au visage? C'est probable car il y a dessus des traces de sang. Et ce cric devient tout de suite une pièce à conviction très importante. C'est un cric de Renault Twingo. Dessus, il y a un numéro de série 65 47 795 A. Et ça suffit à établir que ce cric a été fabriqué en Turquie en 2006 et qu'il a été livré à un fournisseur basé dans Lyon. Avec un peu de chance, en plus du sang de la victime, il y a l'ADN du tueur dessus. L'autopsie du corps de la jeune fille a lieu le lendemain matin. Bon, elle a bien été étranglée, mais c'est pas de ça qu'elle est morte. Elle est morte des coups qui lui ont été portés sur la tête. Des coups qui ont, je dirais, sans doute été portés par le cric que vous avez retrouvé, parce que, vous voyez, cette trace rectangle là sur la boîte crânienne au niveau du front, ça colle assez bien avec la forme du cric. Et les analyses de sang, qu'est-ce que ça donne? Rien, pas d'alcool, pas de drogue, pas de médicaments, et rien dans les urines non plus. Quel âge selon vous? 18 ans. La gamine était donc pleinement consciente quand on l'a tuée.
Et elle ne s'est pas défendue, il n'y a pas de trace de défense sur ses bras et sur ses mains. Ah! L'autopsie a révélé aussi un indice intéressant. Sur le dos de l'une de ses mains, il y a un tampon. Vous savez, le genre de tampon qu'on vous colle à l'entrée d'une boîte de nuit. Et l'inscription est très lisible, le Flib Club. Et là, les flics n'ont pas besoin de plonger dans leur ordinateur, ils connaissent très bien le Flibustier, à Lille, rue Gambetta. Et ça n'est pas vraiment une boîte pour les vieux, ça n'est pas un parc à buffles, comme on dit. C'est une boîte de jeunes. Et donc, en sortant de l'institut médico-légal, ils y vont tout droit. Dites-moi, vous avez des enregistrements de vos caméras de vidéosurveillance? Oui, bien sûr, oui. Quelle date? Samedi dernier. Les policiers visionnent les bandes vidéo. Tiens, la voilà, là. Là. Elle quitte la boîte à 3 heures du matin. Dites, messieurs, venez, cette jeune fille-là, elle vous dit quelque chose? Ah non, absolument rien. Les policiers montrent ensuite les images aux serveurs et aux vigiles. Personne ne la reconnaît. Ça n'est donc pas une habituée. Dans l'après-midi, la police judiciaire décide de diffuser un appel à témoins et le soir même, le JT de France 3 à Lille relaie cet appel. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé hier matin sur les abords d'un bras mort du canal de la Deule. La victime portait un jean bleu, un t-shirt rouge, un boléro noir et une veste de cuir. Elle mesure 1,60 m, elle est de type européen, elle a des cheveux châtains, et elle portait un tampon de la boîte de nuit Le Flibustier sur la main. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne chez Carole, à Erquy-Game-le-Sec, à 40 km de Lille. À l'autre bout du fil, un ami. Dis Carole, t'as vu le journal de la 3 ? Non. Ils ont retrouvé une jeune fille morte. Apparemment, elle sortait du Flibustier. T'as des nouvelles de Clélia ? Clélia, c'est sa fille de 18 ans. Et justement, elle n'a aucune nouvelle d'elle. Elle l'a appelée plusieurs fois depuis hier, pas de réponse. Et elle était bien au Flib samedi soir, c'est elle qui l'y a déposée avec sa copine Justine. Alors disons que Carole a un très mauvais pressentiment. Carole fait alors le tour de la famille, personne n'a la moindre nouvelle de Clélia. Et une cousine très inquiète finit par appeler la police. Dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'elle a un piercing au nombril, votre cousine, dont vous êtes sans nouvelles? Oui. Quelle est la couleur de ses cheveux, mademoiselle? Elle est châtain, mais là, elle vient de se faire des mèches il y a quelques jours, alors depuis, je dirais qu'elle a des reflets roux. Mademoiselle, je peux pas vous en dire plus, mais nous aurions besoin de contacter les parents de votre cousine. Carole débarque à la police judiciaire le lundi soir, lendemain de la découverte du corps. Et là, on lui montre le blouson de la jeune fille du canal, son t-shirt et son jean. C'est elle. C'est ma fille. On connaît donc maintenant le nom de la morte du canal. Elle s'appelle Clélia Medina. Elle avait 18 ans. Elle était étudiante en comptabilité. Et maintenant, il faut reconstituer minute par minute son emploi du temps le samedi soir. C'est moi qui l'ai conduite au Flibustier. On est parti de la maison et on devait passer prendre sa copine Justine sur le chemin. Et d'ailleurs, Clélia m'a engueulé parce qu'on était en retard. Au Flibustier, Clélia et Justine rejoignent d'autres copines qui les attendent. Et quand elle la dépose, Carole lui demande comment elle compte rentrer à la maison.
Et elle m'a dit que Julien la raccompagnerait. Julien, c'est son ex-petit copain. Son ex depuis quand, madame? Ils sont sortis ensemble 1 an et ils étaient séparés depuis 6 mois, je dirais. Mais ils étaient restés bons amis. Il a quel âge, ce Julien? Il a 19 ans, je crois. En examinant les appels passés depuis le portable de Clélia, on s'aperçoit qu'à 3h30 du matin, quand elle quitte la discothèque, Clélia téléphone à ce Julien. Il est donc le dernier à l'avoir vue vivante. Il faut lui parler à ce garçon, et vite. Pas besoin de le convoquer, il se présente de lui-même. Et voilà ce qu'il dit. Clélia m'a appelé pour que j'aille la chercher à la sortie du Flib, pour la raccompagner chez elle, quoi. C'était comme ça que c'était convenu entre nous. Et donc j'y suis allé. Et j'ai d'abord ramené Justine. J'ai dû la déposer chez elle vers 4h10. Et ensuite j'ai ramené Clélia chez sa mère, quoi. Il devait être 4h30. Et après après je suis rentré chez moi, quoi. Et j'ai coupé mon portable pour pas être dérangé le lendemain matin. Et je me suis couché, quoi. Je ne sais pas si ce garçon réalise que, par les déclarations qu'il vient de faire à l'instant, il devient un suspect. Il est idiot ou quoi? Elle n'est pas rentrée chez elle puisqu'on l'a tuée et jetée dans la Deule. Monsieur, je vais vous expliquer ce qu'on a fait à votre ex-petite amie Clélia. On l'a étranglée, monsieur. Et on lui a fracassé le visage. Elle est méconnaissable, monsieur. Le flic, évidemment, essaye de déclencher quelque chose, de faire jaillir une émotion de ce grand garçon qui est là devant lui. Échec et mat. Le dadé reste froid comme une merde de goujon. Vous n'avez pas l'air d'être très touché, jeune homme, par ce qui est arrivé à votre amie Clélia. Mais c'est vrai, je ressens rien, mais... Bon, c'était fini entre elle et moi. Mais il est bené ou quoi? À quoi est-ce qu'il joue? Il ne voit pas qu'il est en train de s'enfoncer. Bien, monsieur. À dater de cet instant, je vous place en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Clélia Medina. Il l'a bien cherché entre nous. Vous êtes venu en voiture, monsieur? Oui. Oui, elle est garée dehors. Eh bien, on va aller la voir. Je sais ce que vous vous demandez. La voiture. Quelle marque? Patience, enfin. Laissez-nous le temps d'y aller. C'est laquelle, là, votre voiture, là? C'est la Twingo qui est là. Vous avez la réponse. C'est une Twingo. Les policiers lui demandent de l'ouvrir. Pouah! L'odeur! Une odeur de détergent. Elle a donc été nettoyée récemment. Bien. Alors, où est le cric? Les policiers soulèvent le tapis de coffre. Il y a la roue de secours, mais l'emplacement du cric est vide. Il est mal barré, le gamin. Il est très mal barré. Les flics font immédiatement venir leurs experts. Bon, les gars, on a besoin de savoir s'il y a des traces de sang dans cette voiture. Sans trop traîner, on a un suspect en garde à vue. Ok. Et là, vous connaissez la potion magique, le Blue Star. Un produit qui révèle la moindre tache de sang, même après un grand lavage. Bon. On a 2 petites taches de sang. Une ici, vous voyez, sur la poignée côté conducteur. Et puis une autre là, sur la boucle de ceinture de sécurité, toujours côté conducteur. Mais je vous le dis tout de suite, ces taches de sang ne mèneront à rien. Ça n'est pas le sang de Clélia Medina. En attendant, la garde à vue du jeune Julien continue. Pourquoi il n'y a pas de cric dans votre voiture, monsieur? Écoutez, cette voiture, je viens de l'acheter.
Je l'ai que depuis 10 jours. Donc franchement, surtout que je l'ai acheté d'occasion dans une caisse automobile, s'il n'y avait pas de cric, il y en a peut-être jamais eu. Hein. Je l'ai sans doute acheté sans cric. Bon, j'ai jamais vérifié qu'il était là ou pas. Hein. Ah, là il se défend bien, là, on veut bien le croire. Et les policiers qui étaient partis vent debout sont comme vous, sont comme moi. Ils ont un doute. D'autant que les parents de Clélia, eux, n'y croient pas du tout, du tout. Ni le père, ni la mère. Julien? Non. Non, c'est impossible. Enfin, Julien, c'est quelqu'un de très gentil, de très doux, c'est un gars qui est toujours prêt à rendre service. Et puis, je l'ai jamais vu exercer la moindre violence sur ma fille. Je le connais bien. Ça peut pas être lui. C'est forcément quelqu'un d'autre. Et les flics vérifient. Le gamin n'a pas de casier, il joue au football, c'est un bon joueur, semble-t-il, et tout le monde dit que c'est un mec bien, un mec qui n'est pas capable d'avoir commis un tel massacre. Mais les flics, des formations professionnelles, savent que parfois les hommes ont deux visages, vous voyez, un visage avenant et puis un autre monstrueux. Et la juge d'instruction aussi, c'est le métier, que voulez-vous. Et donc elle met le jeune Julien, qui a une Twingo mais qui n'a pas de cric, en examen pour meurtre. Direction la prison. Le lendemain, une dame qui se promène le long du canal de la Deule tombe sur une serviette pleine de sang. Elle a entendu parler de l'affaire à la télé, alors elle alerte la police. La serviette est envoyée au laboratoire. Bon, on a identifié de l'ADN sur la serviette, hein. Et on a passé l'ADN au fichier, ça match. Un certain Rachid, 23 ans. Il a été condamné pour escroquerie, vol avec effraction et surtout pour agression sexuelle sur mineur. Tiens. Eh bien maintenant, on a 2 suspects. Et le Rachid est immédiatement convoqué. Et il dit que par hasard, il s'est arrêté récemment pas loin des lieux du crime. Bah, ma voiture est tombée en panne. Donc j'ai essayé de la réparer, quoi. Et en la réparant, je me suis coupé, et je me suis essuyé avec une serviette, et je l'ai jetée, quoi. Est-ce que vous connaissez Clélia Medina, monsieur? Clélia? Ah oui, je la connais. Je la connais du flibustier. On s'est souvent croisés là-bas. Mais je ne vais pas vous faire lambiner plus longtemps. C'est pas lui. La nuit du meurtre, il était dans un avion de retour d'un voyage en Algérie. À partir de là, plus rien pendant des mois. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça fait 1 an que Julien est en prison et il n'y a rien de nouveau contre lui. Du coup, au bout d'1 an, son avocat demande sa libération. Normal. Et il l'obtient. Julien est libre. Mais la juge, au moins au début, ne va pas le regretter. Parce qu'elle vient de recevoir les résultats d'expertise complémentaires qu'elle a demandés sur les Kleenex retrouvés près de la scène de crime. On est parvenu à dégager un ADN, hein. Et par chance, cet ADN, on l'a en stock, c'est un certain Karim, 25 ans, qui est entré au fichier après une bagarre dans sa famille. Convocation immédiate du Karim en question. Bah oui, à l'époque, ça m'arrivait d'aller me promener au bord de la Deule. J'allais y jouer au foot avec mon fils. J'ai dû balancer un mouchoir. Je sais que c'est pas bien, mais c'est tout, quoi. Vous aviez quelle voiture à l'époque, monsieur? Une Ford Mondeo. Là aussi, je vous le dis tout de suite, ce Karim n'est pour rien dans cette histoire. Dans cette enquête, depuis le premier jour, les flics de l'APJ ont dans leur dossier une pièce qui leur suggère que Julien, le petit copain, n'est pas le gentil garçon que décrivent les parents de Clélia. Et d'autres. Il s'agit de l'audition de Justine, la copine qui était en boîte avec Clélia. C'est un témoin clé. Elle est avec Clélia en boîte, à la sortie de la boîte, et dans la voiture de Julien qui les ramène toutes les deux chez elle. Et voilà ce que Justine raconte. On est monté dans la voiture de Julien, et à peine avions-nous démarré, que Clélia a reçu un SMS qui lui annonçait que Priscilla, une amie à elle,
sortait avec Julien. Et dans le même procès-verbal, la même Justine dit que Clélia ne l'a pas digéré et que dans la voiture, elle a engueulé Julien, qu'ils se sont insultés, qu'il y a eu des baffes, que Clélia a voulu alors sauter de la voiture et que Julien a menacé d'exploser sa voiture contre un mur. Et que du coup, quand elle est arrivée chez elle, Justine a proposé à Clélia de dormir chez elle et que Clélia a refusé. Alors dans ce PV, elle ne dit pas évidemment que Julien a tué Clélia, mais pas loin. Sauf que depuis le début, ces déclarations entrent en conflit en quelque sorte avec celles des parents de Clélia, qui disent, et pas que Julien est un gentil garçon, qui est très doux, qui est très calme, et qui n'est pas capable d'avoir tué leur fille. Alors est-ce qu'un an après, les parents pensent toujours la même chose? La juge a la bonne idée de vérifier. C'est une excellente initiative, car un an plus tard, les mêmes racontent une autre histoire. Les parents de Clélia, maintenant, se souviennent que l'été dernier, en vacances avec eux au camping, Julien a plusieurs fois pété les plombs. Une fois, par exemple, je me souviens, il avait oublié le badge pour accéder à la piscine. Bon, du coup, le maître nageur a pas voulu le laisser entrer. Il s'est mis dans une de ses colères. Pendant les mêmes vacances au camping, les parents de Clélia se souviennent maintenant qu'un jour, il s'est fait traiter d'arabe par d'autres jeunes qui se sont moqués de lui en faisant le singe. Eh bien, Julien est rentré à la tente, il a pris un couteau et il y est retourné. C'est plus la même histoire. Pourquoi ils n'ont pas dit ça à l'époque? Et après, il y a une copine qui raconte qu'un jour, Julien a tenté d'étrangler une de ses petites amies. Pourquoi elle aussi n'a pas dit ça plus tôt? Enfin, c'est fou cette histoire. Pourquoi tout ça est resté secret pendant si longtemps? Il doit être sacrément sympathique, ce Julien, pour que, à la mort de Clélia, ils aient tous oublié de raconter tout ça. Du coup, la juge d'instruction demande une expertise psychiatrique et psychologique de Julien. Les psychiatres ne trouvent aucune pathologie, mais les psychologues décèlent une impulsivité doublée d'une immaturité. Ils décrivent un garçon dont l'agressivité est incontrôlable. C'est compliqué, un homme, hein. Ça a plusieurs facettes. Ce garçon est à la fois très bien intégré et d'apparence sympathique. Et à côté de ça, c'est un impulsif, un violent incontrôlable. Sauf que lui, interrogatoire après interrogatoire, il dit toujours qu'il est innocent. La juge se lance alors dans une analyse très détaillée des portables de Julien et de sa victime supposée, pour établir précisément leur parcours la nuit du crime, entre 3h, sortie du flibustier, et 8h30, découverte du corps de Clélia. À partir du moment où Clélia sort de boîte, les deux, Julien et elle, s'échangent beaucoup de SMS. Et après, ils sont ensemble, leur téléphone accroche les mêmes bornes. Et à 5h du matin, ils sont toujours ensemble. Julien ment quand il dit qu'il l'a déposée chez elle à 4h30 et qu'il est rentré chez lui. 10 minutes plus tard, à 5h10, le portable de Clélia s'éteint. Et pile au même moment, Julien appelle sa petite amie du moment, Priscilla. Et pourquoi donc? Eh bien peut-être pour lui dire « Tu vois, je suis plus avec Clélia ». Et d'ailleurs juste après, pour vérifier, Priscilla appelle Clélia. Et elle tombe sur sa messagerie. Et pour cause, à cette heure-là sans doute, Clélia est morte. Et la suite, on ne peut que l'imaginer. Pour la tuer, il l'étrangle. Et il croit qu'elle est morte. Et puis quand il arrive au bord de la Deule pour se débarrasser du corps, il s'aperçoit qu'elle respire encore. Et là, il sort sans doute son cric et bam! 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 Il l'a fini, comme on dit. Avec une sauvagerie qui est peut-être destinée à faire croire que c'est l'œuvre d'un fou. Et puis, il traîne le corps jusqu'à l'eau. Là, il est peut-être dérangé par, je sais pas moi, un SDF. Et donc, il renonce à la jeter à l'eau.
Il prend son sac à main, il coupe son téléphone. Et voilà, ça se tient. Mais ça serait mieux s'il avouait. Il n'avouera jamais. Mais tant pis, on va quand même le juger devant la cour d'assises. Et donc maintenant, je peux vous donner son nom. Il s'appelle Julien Sailly. Il est accusé de meurtre. Il risque 30 ans de réclusion criminelle. Son procès s'ouvre à Douai en juin 2011. Julien Sailly compare et livre, ce qui offre toujours un petit avantage. Il n'est pas dans le box. Il est sur un banc, devant. Et comme il n'a pas avoué, et qu'il n'y a pas de preuve absolue dans le dossier, il a un coup à jouer. D'autant que pour le défendre, il a enrôlé le meilleur des avocats, acquittator, Éric Dupond-Moretti. En face, sur le banc des parties civiles, il y a les parents de Clélia. En 3 ans, ils ont complètement viré leur cutie. Ils sont maintenant convaincus à 100% que Julien Sailly a tué leur fille. Mais le 3e jour, coup de théâtre, erreur de procédure, le procès est ajourné. Et à la sortie du palais de justice, ça dégénère entre les deux familles. Une bagarre éclate. Il faut la police pour les séparer. Un nouveau procès s'ouvre 1 an plus tard, en mai 2012, toujours à Douai. Mais cette fois-ci, la présidente de la cour d'assises oblige Julien Sailly à aller s'asseoir dans le box des accusés. À part ça, rien ne change. Il dit toujours qu'il est innocent. Il traite la famille Médina et les témoins qui le chargent de menteurs. Et quand un témoignage ne l'arrange pas, il est évasif. Mais un témoignage vient plomber sa défense. Celui de Priscilla, sa petite amie au moment des faits. Je regrette beaucoup d'avoir envoyé ce SMS pour dire à Clélia que je sortais avec Julien. Du coup, je me sens un peu responsable, quoi. Je m'en veux. Je m'en veux énormément. Et là, l'avocat général Luc Frémiot lui pose une question. Mademoiselle, est-ce que vous pensez que Julien Sailly est coupable du meurtre de Clélia? Oui. Oui, j'en ai la conviction absolue. J'en suis certaine, quoi. Longtemps, j'ai rien dit parce que j'avais peur, quoi. J'avais peur qu'il me tue moi aussi. À la fin, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Et maître Dupond-Moretti entre en scène. Oui, il y a contre Julien Sailly ce qu'on appelle un faisceau de présomption de culpabilité. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas plus de raison de penser qu'il l'a tué que de raison de penser qu'il ne l'a pas tué. On peut tout autant imaginer que Julien a déposé Clélia au rond-point d'Erquighem-le-Sec à 4h30 du matin, et qu'il est rentré chez lui pour dormir, et que Clélia est tombée ensuite sur un déséquilibré. Vous n'avez pas de certitude. Et donc vous ne pouvez pas le condamner. Monsieur Sailly, levez-vous, je vous prie. Comme le prévoit le Code de procédure pénale, vous avez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Il ne dit pas un mot. Et après 3 heures de délibéré, il est déclaré coupable. Et il prend 20 ans de réclusion criminelle. Et là, il se tourne vers les Médina. Arrêtez de sourire. Vous savez la vérité, de toute façon. Je vais ressortir. Hein. Et puis, il se tourne vers sa propre famille. Pas de larmes. Hein. Pas de cris. On est innocent, on va s'en sortir. Il file en prison. Et évidemment, il fait appel. Et 1 an plus tard, à Saint-Omer, il écope de la même peine de 20 ans. Voilà donc pour ce récit que je vais débriefer maintenant avec vous, maître Blandine Lejeune. Vous êtes avocate de la partie civile dans ce dossier, c'est-à-dire avocate de la famille de Clélia. Peut-être un mot pour commencer sur ce verdict. 20 ans à 2 reprises. Alors je sais que parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup vont dire « il s'en sort bien tout de même, vu la violence des coups portés ». Qu'en ont pensé les parents de Clélia ?
Les parents de Clélia ont pensé que c'était quand même une peine qui était à la mesure de son crime. Bon, il faut savoir qu'il était très jeune. 19 ans. Et que surtout, il contestait les faits et qu'ils avaient toujours la crainte d'un éventuel acquittement. Donc ils ont été bien évidemment soulagés. C'est-à-dire que, je me suis dit ça en écrivant l'histoire, s'il avait avoué, il aurait sans doute pris plus cher. Pas forcément. Peut-être que s'il avait avoué, au contraire, il aurait eu une espèce de prime à l'aveu. Il était très jeune, il n'avait pas de casier judiciaire. C'est difficile avec des filles. Hein. S'il avait avoué, en tout cas, ça aurait été plus, entre guillemets, facile à supporter pour les parents, parce que les dénégations de ce garçon tout au long de cette procédure ont été très très difficiles à vivre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne lâche rien. Rien, strictement rien, y compris devant quand même cette preuve accablante qu'est la présence du cric en amont du corps de Clélia, cric qui a servi à la frapper et donc à la tuer, et cric qui correspond exactement au numéro de série de son véhicule. Et d'ailleurs, on se dit que sans le cric, il aurait pu passer à travers, c'est-à-dire, on n'envoie pas de plongeur, il trouve pas le cric. Qu'est-ce qu'il advient de cette histoire ? Je crois que sans le cric, c'était difficile. Mais il y avait quand même les coups de téléphone, les chassés-croisés entre lui et Priscilla. Il y avait quand même les SMS. Il y avait quand même sa présence avec Clélia jusqu'à 5 heures du matin. Au-delà de ce qu'il avait déclaré lui-même, puisque lui dit qu'à 4h30, il rentre chez lui. Tout à fait. Et en plus, il prétend qu'il a laissé Clélia au bord de la route parce qu'il s'était disputé, au bord d'une route qui est une espèce de nationale sur laquelle il est impossible de marcher quand on est piéton. Donc même ça, c'était complètement invraisemblable. Et ça aurait voulu dire que quelqu'un aurait attrapé Clélia à 500 mètres de son domicile, 500 mètres, 1 kilomètre, l'aurait embarqué, emmené à Lambersart, tué à coups de cric à Lambersart, parce que, ou en tout cas avec un objet contondant, et jeté dans la Deule, sans même avoir tenté une agression sexuelle. Elle aurait vraiment joué de malchance. C'est sûr que le cric était effectivement le doigt accusateur. C'était quand même très difficile, d'autant que ce cric correspondait à sa Twingo. Ce qu'il y a de très frustrant, évidemment, pour les parents de Clélia, c'est que on ne connaît pas le scénario du meurtre. La juge d'instruction fait des hypothèses, et je suppose qu'à la cour d'assises on fait des hypothèses, mais en vérité on ne sait pas exactement où il l'a tue, dans quelles conditions, si effectivement, arrivé au bord de la Deule, il était encore vivante, et que c'est là qu'il sort le cric. On ne sait pas ça en vérité. On ne sait pas, et vous l'avez très bien résumé. Je pense qu'après on fait des suppositions qui collent assez à la réalité et qui sont certainement vraisemblables, puisque le médecin légiste avait dit que la strangulation n'avait pu ne provoquer qu'un simple évanouissement. Ce qui expliquait que peut-être il l'avait crue morte et qu'arrivé sur les bords de la Deule, un endroit qu'il connaissait bien puisqu'il avait été scolarisé pas très loin. Et il avait eu d'ailleurs l'audace de mentir en disant qu'il ne connaissait pas cet endroit alors qu'il était scolarisé quelques années auparavant à très peu de distance de là et qu'il allait au sport dans ce coin-là avec ses professeurs. Donc il connaissait l'endroit. Donc il y avait quand même beaucoup d'éléments, même si, bien sûr, c'est toujours préférable pour les parties civiles d'avoir des aveux. Alors évidemment, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est ce basculement de la famille de la victime qui, au début, ne peut pas croire que c'est Julien Sailly, l'ex-petit copain, et puis qui, au fil de l'enquête, bascule dans la certitude que c'est lui. Vous avez été spectatrice de ça, peut-être même actrice, non ? Alors, plutôt spectatrice. Ce qui se passe, c'est que effectivement, ils ont eu ces mots alors qu'ils sont entendus par la police judiciaire dans un état de sidération totale puisqu'ils viennent d'apprendre la mort de leur fille. Et c'est surtout la mère d'ailleurs qui dit « non, je pense pas que ça puisse être Julien, ils s'entendaient bien ». Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Et avec le temps, les souvenirs reviennent. Des souvenirs de scènes, de larmes de Clélia, de disputes dans la chambre, de ces incidents qui ont eu lieu au camping. Alors forcément, c'est pas tellement qu'ils ont changé d'avis, c'est que dans un premier temps, ils ne peuvent pas imaginer, puisque effectivement, ils pensaient qu'ils étaient restés amis, sauf que loin d'être amis, ils étaient encore très amoureux. Mais ils vous en parlent à partir de quand, des doutes qu'ils ont sur Julien ? Ah, très rapidement, très rapidement. Quand il a été mis en examen, et puis il y avait cette trace aussi, on va trouver une trace de sang sur la basket de Julien, qui aura changé de vêtements, qui aura lavé ses vêtements, sauf ses baskets, et on va retrouver une petite trace de sang qui s'avérera être le sang de Clélia, quand même.
Donc, au fur et à mesure de l'enquête, je pense que là, quand ils ont eu les éléments, le cric, le sang, le fait qu'il ait lavé ses vêtements, qu'il ait nettoyé sa voiture de fond en comble, le Blue Star qui réagit quand même si on ne peut pas prouver que ce sont ces traces de sang. Je crois que là, quand ils ont eu accès à la procédure, ils se sont dit qu'il y avait quand même suffisamment d'éléments. Mais on entend aussi que et la juge d'instruction et les policiers ont du mal à basculer. Vous le connaissez, Julien Sailly. Il est si sympathique que ça pour qu'on ait du mal à imaginer qu'il ait commis un crime pareil ? Alors moi, je ne l'ai connu qu'accusé devant une cour d'assises, donc on a du mal à trouver sympathique quelqu'un qui est accusé du meurtre Mais il donne le jeune change. fille que vous... Ah, il est assez virulent quand même, hein. C'est quand même un jeune homme assez virulent. Donner le change, je sais pas. Mais mon avis est très subjectif, hein. Mon avis est très subjectif. Je ne le trouvais pas particulièrement sympathique, mais je n'étais pas non plus là pour ça. Alors il y a autre chose, évidemment, Blandine Lejeune, qui m'amuse dans cette affaire, c'est que vous vous retrouvez face à Éric Dupond-Moretti, devenu par la suite garde des Sceaux. Alors c'est intéressant parce que c'est une vieille histoire entre lui et vous. Dans beaucoup d'histoires, puisque vous êtes originaire de la même région, vous vous êtes retrouvés face à face. Ça m'intéresse parce que lui, il est souvent en défense, vous êtes quasi systématiquement en partie civile, et je voulais savoir ce que vous pensiez au-delà de cette affaire, hein, de lui. On dit que c'est un avocat hors norme, peut-être l'un des plus grands avocats de l'histoire contemporaine. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Ah ben je souscris complètement. Bon, je me suis retrouvée parce que je suis aussi assez souvent du côté de la défense, même si je suis aussi, je vais dire moitié partie civile. Je me suis retrouvée parfois à ses côtés dans le procès d'Outreau par exemple, et puis j'ai eu l'honneur d'être sa première collaboratrice, donc j'ai appris le métier avec lui. C'est effectivement un avocat hors norme, et c'est un avocat qui peut faire peur, et c'est sûr que le choix de Julien Sailly n'était pas anodin, et c'est sûr que les parents, forcément, quand ils voyaient Maître Dupond-Moretti défendre Julien Sailly bec et ongle, et il a fait des incidents d'audience, et il a déposé des conclusions, etc. Il a fait son travail. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, Dupond-Moretti ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? C'est une bête d'assise, quoi. Et puis je crois qu'il impressionne énormément. Alors, j'avais peut-être cette chance de ne pas être ni effrayée ni impressionnée par Maître Dupond-Moretti, que je connais bien. Et même si je connais son talent, je sais aussi comment il l'exerce. Puis j'avais quand même un dossier dans lequel je pense que il y avait beaucoup d'éléments à charge. Ce qu'il a de plus, c'est qu'effectivement, il ne lâche rien, qu'il n'hésite pas à faire des incidents, qu'il secoue les témoins. Voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Hein, on dit aussi qu'il sait parler aux gens de manière absolument exceptionnelle. Quand je dis les gens, c'est les jurés, les gens simples, les gens ordinaires. C'est un avocat d'élite qui sait parler aux gens simples. Ah oui, c'est un grand plaideur, et il ne plaide pas en poulet. Vous voyez, comme peut-être certains vieux avocats ou de la vieille école. Il a des plaidoiries extrêmement charpentées, il a vraiment le sens du verbe, et il sait effectivement toucher les gens, il sait dire des choses justes. Et puis il sait aussi déstabiliser les policiers, parce que c'est pas que la plaidoirie, un procès d'assises, hein, c'est énormément d'attaques frontales tout au long du procès. Et en ça, il est excellent. Il était, devrais-je dire. Il reviendra avocat un jour, sans doute. Ah, peut-être, nous l'espérons, mais ça, c'est son choix. Vous le préférez avocat ? Ah, moi, je vais pas dire que je le préfère avocat. Je suis ravie qu'il soit garde des Sceaux, et je suis son parcours, qui est un parcours difficile d'ailleurs. C'est pas facile la place qu'il occupe, hein. Mais non. Enfin, je veux dire que nous sommes quand même nombreux au barreau à être très fiers qu'il soit devenu notre garde des Sceaux. Merci beaucoup, Blandine Lejeune, d'avoir accepté de débriefer cette affaire, l'enquête sur le meurtre de Clélia Medina. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.